Oyez, on est vendredi et vendredi, on est sur Live TV vendredi. On ne donne pas conseil de si quand même un tout petit peu. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie tous les soirs entre 18h30 et 20h30. Nous sommes chez vous à la maison. Merci de nous regarder partout en Côte d'Ivoire. Sa Majesté Daouda que vous avez vu. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, Brice, et toi? On sent 2 jours là, ça va? Ouais, ça va. Là, je mets les idées en ordre. Voilà, c'est important. Voilà, faut toujours mettre les idées en ordre. Rayana, ici, comment ça va? Ça va très bien. Ouais, parce que vous dites Rayana, vous ne pas dire Rayana, vous dites Rayana. C'est comme Rayana. ça que vous voilà. Hier, elle a eu de nombreux compliments. Et je pense que de tous les surnoms qu'elle a eu de toute sa carrière, pour l'instant, sa jeune carrière, eh bien, le plus beau, c'est Rayana Bell. Oui, franchement. Alors, à ce propos, d'ailleurs, je n'ai pas dit mon dernier mot parce qu'il faut être juste et bon. Oui, parce que... Surtout pas. Surtout pas. Je te vois venir, surtout pas. Élisée, Rana va vous rappeler le principe de la salutation. Élisée, quand on ne vous a pas salué, vous ne parlez pas parce que ça oblige les caméras à venir vers vous. Voilà. C'est un principe connu. Voilà. C'est surtout que... On ne dirait pas. Mais rassurez-vous, Élisée, vous n'êtes pas seul. Vous ne serez pas seul dans la vidéo. D'autres y ont été aussi. Le naufrage, il est collectif. Oui, tout à fait. Exactement. Bonsoir, Alain, comment ça va? Bonsoir, Brice. Très bien, ça va aussi. Bon, c'est vendredi, il y en a qui sont partis faire les emplettes, ils vont nous ramener des choses sur le plateau. En tout cas, je ne vous cache pas qu'il y aura des surprises sur ce plateau-là. Sur ce, eh bien, les amis, nous allons... j'ai une chanson pour vous, c'est vendredi, et je me suis dit, vendredi, légèrement old school, légèrement dance, et ça fait plaisir à M. Sawignon, Fabrice. Écoutez ça. Je sais, tu Shazam. J'étais le seul à danser, donc j'ai préféré arrêter la musique. Parce que ça n'a pas évoqué en vous ce que je pensais que ça allait évoquer, quoi. California. Love. Yeah. C'est une belle chanson, mais mais bon. Tupac, c'est du Tupac, quoi. Et vous êtes là comme ça? Mais c'est connu. Frère, c'est pas de mon époque, Mais qu'on en tout entend... cas. À toi, si tu aimais dans ça? Bon, je comprends que Kevin pas de le dise, ton mais bon, époque. Daouda, quand même. Non, sérieux, c'est pas de mon époque. Daouda. Tupac, oui. Pourquoi? Je connais même pas. Oui, mais... J'ai Votre juste... époque, là, c'était Non, quand, j'entends juste Tupac Amaru Shakur, Tupac. Mais franchement, je sais pas. Ton époque, c'est laquelle? On est bien. Moi, mon époque, là, c'est Zouglou. Non, l'époque. Voilà. Pas le genre. Ah bon. Parce que même si tu vas... C'est mon âge que vous voulez savoir. Non, même s'il va sur l'époque Zouglou, il ne peut pas dire qu'il ne connaît pas Tupac. Franchement. Voilà, parce que J'ai pas dit... Non, je dis pas que Je dis non, c'est pas de ton époque. J'ai dit Tupac, je l'écoute pas. Bon, ok, là, ça devient autre chose C'est maintenant. maintenant qu'il a Là, dit. c'est différent maintenant. J'écoute pas. Que tu as parlé. Voilà. C'est pas une question d'époque, c'est une question de goût. C'est ça. Et alors que quelqu'un dit les goûts, les couleurs, ne se... Discute pas. Dites-nous que c'est une question de goût, Y a pas tout. d'époque. C'est ça, là. Modèle ça, là, vous dites. Toi, Bon, tu es les bizarre. amis, je suis bizarre. Tu es bizarre. Je reconnais que je suis bizarre. Au cours de cette émission, eh bien, il sera question de kata. Il sera question d'arts martiaux. On va parler de démonstration. Il sera question de force, de discipline, de zen attitude. Et tu t'y connais bien, toi? Oui. Parce que tu es ceinture. Ceinture noire, 3e dan. Dans quelle discipline? Dans quelle discipline? Au judo. Ah, d'accord. Tu veux nous faire une démonstration? Si j'en ferai une tout à l'heure, D'accord. il y aura le maître sur le plateau et on m'a demandé de choisir un sparring partner, Un alias cobaye, tu veux dire. Voilà, alias cobaye. Et... Mais quand même, le judo, c'est différent du Oui, du taekwondo. taekwondo, oui, bien sûr. Donc comment tu feras ta... Non, Lui, je il va choisis. faire du taekwondo, toi, tu vas faire ton judo Non, pour te lui fait son défendre. taekwondo avec quelqu'un et moi, il faut mon judo avec quelqu'un que j'aurais choisi, qui pose beaucoup de questions sur ce plateau. Voilà, c'est tout. Ça va être drôle. Bon, les amis, tout de suite, notre chiffre du jour. On dit bonsoir à tous nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent partout en Côte d'Ivoire. Merci d'être et sur nos pages des réseaux sociaux. Voilà, j'avais failli dire le numéro de téléphone qui va s'afficher, mais non, là, je vous rappelle, c'est mon nom qui s'est affiché au bas de votre écran. Sur ce, je m'appelle Brice Anneau avec un H à la fin. Oui, parce qu'il y en a qui n'ont pas le H. Le chiffre du jour, c'est 100 milliards. On commence vendredi avec du gain. 100 milliards de francs CFA. Eh bien, 100 milliards de francs CFA, eh bien, c'est une annonce du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Eh bien, à quoi vont servir ces 100 milliards? Eh bien, à la lutte contre le terrorisme. Bonne nouvelle, on aurait pu dire, Daouda. Oui, c'est une très bonne nouvelle, d'autant plus que... Ça ne sera pas pour payer les terroristes, heureusement. Non, c'est pas pour payer les terroristes, mais je pense que les 100 milliards, dans un premier temps, c'est pour équiper de façon logistique, qu'on appelle ça, nos militaires. Oui. Parce Non, que mais vous voilà. n'êtes pas sans ignorer que le djihadisme est à nos portes.
pratiquement à nos 3 frontières, au niveau du Mali, du Burkina et de la Guinée, qui sont des pays plus ou moins enclins à certaines difficultés, notamment des coups d'État et autres. Donc du coup, ces 100 milliards vont aider à juguler cette problématique-là au nord, d'autant plus qu'il y a quelque temps à Kafolo, il y a eu une attaque terroriste où le gouvernement a été obligé de partir pour donner de l'aide à ces jeunes. Je pense qu'Élysée et Bourgoin en parlaient hier dans le programme du PS Group 2, tout et tout. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle. C'est surtout qu'on a besoin aussi, toujours dans l'attaque de Kafolo, nos forces de défense et de sécurité sur place étaient un peu pleines de n'avoir pas le matériel qu'il faut pour pouvoir riposter efficacement. Parce que dans tous les cas, j'ai failli dire les chers, mais même pas du tout, les terroristes, eux également, d'ailleurs, je me pose toujours la question, ils s'équipent, ils se suréquipent souvent. Et quand en face, on a une armée qui a du matériel vieux de 10 ans, il n'est pas toujours adapté pour donner la riposte qu'il faut, Élysée. Oui, ben, je pense que déjà, il faut retenir que la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement militaire. C'est une forme, comme on le dit, c'est une lutte asymétrique parce que les terroristes, ils ne viennent pas forcément de façon visuelle, c'est-à-dire comme deux armées conventionnelles qui s'affrontent. Donc, ils ont plusieurs styles. L'une des choses qui permet de lutter efficacement contre le terrorisme, c'est le renseignement. Et je crois que dans les 100 milliards qui ont été dégagés pour pouvoir combattre le terrorisme, il y a vraiment une bonne part qui est affectée au renseignement. Et d'ailleurs, même depuis plusieurs années, après notamment l'attaque de Grand Bassam en 2016, beaucoup d'efforts ont été faits dans ce sens-là de la part du gouvernement, surtout sur le renseignement. Il y a eu beaucoup de moyens qui ont été dégagés. Selon quelques rapports qu'on a eu l'occasion quand même de voir, qui ne sont forcément pas des rapports ouverts au public, mais que nous, on a quand même eu l'occasion de voir, c'est plus d'une dizaine de tentatives terroristes qui ont été déjouées, voilà, sur le territoire ivoirien. Et ça, c'est dû au système qui a été mis en place, dû aux efforts qui ont été consentis vraiment pour pouvoir élever le niveau du renseignement, pour pouvoir élever le niveau de l'armée aussi, parce qu'effectivement, il y a ce volet-là aussi. Voilà, il y a ce volet-là, on se rappelle, comme vous l'avez dit, des attaques de Kafolo, de Tougba et autres, tout ça. Ou d'ailleurs même, ça, encore, il faut saluer l'armée ivoirienne. Hein, la riposte a été vraiment à la hauteur de l'attaque. Et après ça, on a senti une armée vraiment prête. Comme je le disais hier, je me suis rendu dans la zone. Franchement, le dispositif que j'ai vu, je vois des soldats qui sont vraiment en alerte. On a senti cette volonté-là de combattre le terrorisme. C'est une très bonne chose. Très bien. Réana, là. Oui, moi je pense que cette décision intervient dans un double contexte, notamment déjà celui de protéger le pays, ce qui va de soi, mais surtout dans le contexte sous-régional en ce moment qui est assez instable et qui se répercute grandement sur la stabilité même des frontières ivoiriennes. Il faut savoir quand même que quand on parle d'instabilité au Mali, au Burkina, même les relations qui ne sont pas au beau fixe avec la Côte d'Ivoire en ce moment, ce sont des contextes qui obligent le gouvernement à redoubler d'efforts en matière j'ai envie de dire, d'augmentation même de l'efficacité de l'armée ivoirienne en fait. Donc moi je suis contente en fait de savoir que l'armée qui se débrouillait déjà pas mal aura en tout cas les ressources nécessaires pour faire mieux en termes de protection et de sécurité. C'est important parce que souvent malheureusement nos militaires dans certains pays ça a été vu, hein, manque de motivation quand le matériel, quand leurs conditions d'ailleurs d'action ne sont pas au beau fixe et là on pense que ça va. Oui et sur cette question-là, franchement, je trouve que la Côte d'Ivoire, en termes de politique, s'est montrée très résiliente vis-à-vis sur le plan sécuritaire. On est quand même pas mal. Quand on regarde les autres pays de la sous-région qui sont encore un peu sous tension, qui sont constamment dans la peur, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on est quand même pas mal. Donc ça, c'est vraiment à saluer. Et puis, ce sont des efforts qui doivent continuer dans ce sens. Alors oui, bon, je vais être très bref. Hein. La sécurité n'a pas de prix. Je pense qu'aux 3 frontières, effectivement, il faut à la fois renforcer les troupes, les équiper en armement, mais surtout améliorer leurs conditions de vie. Parce que j'ai lu quelques documents dans lesquels il était mentionné quelques difficultés que pourraient éprouver ces troupes-là, notamment pour s'héberger, pour se nourrir, etc. Et je pense que c'est important, surtout, vu ce qui se passe principalement au Mali. Voilà. Très bien. Je pense que c'est bien. Maintenant, excusez-moi, mais sur la source de cette information, je ne sais pas si c'est vraiment le président de la République qui annonce 100 milliards. Je crois que c'est un média qui évoque... Encore la lettre du continent. Oui, encore les officines françaises qui annoncent, donc c'est une lettre qui est proche des services de renseignement, qui annonce que le gouvernement ou la présidence aurait débloqué
100 milliards. Donc la source n'est pas le chef de l'État qui fait une annonce dans un média ou officiel, mais c'est plutôt un journal qui annonce que le chef de l'État voilà, annoncerait éventuellement. voilà, aurait adressé. Mais on n'a pas la cotation, c'est-à-dire la citation du De façon président. claire. Voilà, donc c'est quand même important parce qu'il est possible aussi que ce soit démenti. Il ne faut pas aussi oublier que les bailleurs de fonds ont le regard sur nos investissements, notamment dans le domaine militaire. Donc 100 milliards, bon, ça me paraît quand même peu d'ailleurs, compte tenu En tout cas, c'est peu. des enjeux et des défis, mais bon, c'est une information quand même. Bon, de toute façon, je pense que ça peut être aussi 100 milliards par vague, hein, donc ça peut être une vague. En tout cas, là, justement, on va vous commettre à la tâche hein, sur notre plateau. Vous serez commis à la tâche d'en savoir davantage et Oui, de nous faire un voilà, retour sur la question. oui, on va tous Très bien. s'informer. Voilà. On va tous Non, s'informer. mais vous particulièrement, D'accord. vous êtes le chargé de mission. Merci, merci Monsieur le Président. On vous en prie, on vous en Merci, prie. oh, nous avec le Bien- passé, c'est Bien c'est évidemment, magnifique. bien évidemment. Là. Merci. Bien évidemment. Bon, les amis, j'ai eu une compile du procès du 28 septembre et là nous sommes en Guinée. Je pars en Guinée pour revenir à une autre information. On va regarder cette vidéo là qui mérite quand même quelques commentaires. Regardez. Je me sens libéré. Vous vous sentez libéré. Libéré de la peinture qu'on m'avait fait porter. Libéré de la caricature qu'ils avaient laissé croire. Ah, ok. Devant le président lui-même. Ah, bon, ok. Ceci, Mandiou est en vie. Le président est en vie, Dieu merci. Hein? Voilà, et il va expliquer. Parce que vous nous avez déclaré ici que quand le colonel a dit « je vous mets aux arrêts », à votre tour, vous avez dit là où vous êtes, vous le bougez. Oui, ça s'est passé comme non, ça. Non. C'est C'est un raccourci. Dadi, c'est Non, ici. c'est un raccourci. Et c'est pas le... Vous avez Je pris vous le dis la vérité, Maître Béa. raccourci. Avait fui l'hôpital en raison des violences exercées. Il affirme ne pas avoir vu de cadavres entreposés dans les camions et ni toute subtilité des corps dans les morts. Et c'est vous qui étiez sur le théâtre des événements. Où est le... Il y a eu des corps qui ont été subtilisés dans les morts. La question a changé. S'il vous plaît, maître, ce que vous avez dit, Ça, ce c'est que vous grave. venez de J'en dire, c'est différent. J'en viens. Je vais dire, si on ne précisait pas avant de regarder la vidéo, c'est on est dans la réalité. On aurait pu vrai imaginer procès. que c'était Là, une série. franchement, oui, là, grave. Ou un feuilleton. Franchement, ça ressemble trop à une Mais c'est série. très triste. Ben, je rappelle que c'est le procès du 28 septembre en Guinée. Eh bien, celui qu'on voit, en tout cas, à la barre des accusés, s'appelle Toumba Diakité. Hein, d'accord, qui serait donc l'auteur du coup de feu qui a touché le président Dadis Camara. Et puis là, on va utiliser une expression, on a un peu l'impression de se retrouver dans une cour de récréation, en fait. Élisée. Oui, ben, ce procès-là, on le suit, je ne dirais pas de façon régulière. Par moments comme ça, on voit un peu quelques séquences sur la toile. Et puis, bon, souvent, ça nous prend aussi d'aller sur les bouquets pour suivre un peu le procès. Mais il faut dire que... Et on parle de faits graves, quand même. Oui, c'est Il y a eu quand des même massacres, surréaliste. de massacres de population. Déjà, pour rappel, un Toumba Diakité dont vous parliez, qui est là tout en boubou blanc, et à l'époque des faits, était l'aide de camp du président Dadis Camara. Voilà, et donc, effectivement, il a reconnu, même dans le procès, j'ai lu la séquence, où il a reconnu avoir tiré effectivement sur Dadis Camara parce qu'il se sentait menacé et parce qu'il avait en face de lui des gens aussi qui lui tiraient là-dessus. Donc, c'est en réponse qu'il a tiré sur le président Dadis parce qu'à un moment, d'après lui, il sentait qu'il était victime d'un complot. Mais soit au-delà de ça, mais déjà, la tenue que prend le procès, les interventions que les uns ont dans le procès, ça nous amène quand même à nous questionner sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses, parce que c'est des personnes qui ont occupé un certain rang, une certaine responsabilité dans la République. Même le président Dadis, je me rappelle de son audition au début, quand il est venu et qu'il a eu à intervenir, pour moi, j'ai trouvé quand même que c'était un peu triste. Parce qu'on ne peut pas avoir pris le pays, avoir dirigé un pays, et puis aujourd'hui être là au tribunal parce qu'on a fait des choses qui n'étaient pas conventionnelles, ou qui n'étaient pas bien, ou qui étaient à l'encontre de ce qu'on attendait de vous. Ça interpelle aussi nos responsables, ça interpelle vraiment nos gouvernants sur la nécessité, quand on est aux affaires, de veiller
à tenir ses engagements vis-à-vis du peuple. Parce que la prise du pouvoir, c'est aller dans le sens du bien-être du peuple, des populations. Mais quand vous prenez le pouvoir pour vous-même, on se retrouve souvent dans ce genre de situations, à des procès où on est en train de s'accuser les uns et les autres. Non, moi j'étais ici, non, j'étais à gauche, moi j'étais à... Ça ne montre pas un bon visage en fait de nos États. Et je crois que ce qui est en train de se passer là, ça nous donne des leçons, quoi. Alain, là tout à l'heure, on a un tout petit peu critiqué la forme des interventions et tout, le niveau de langage et tout. Mais dans le fond, on parle d'un procès. Oui, bien sûr. C'est vrai que quand on oublie un peu les allures gwandanesques de ce procès, on s'attarde un peu sur le fond. Déjà, il faut saluer cette volonté de mettre fin à l'impunité. Parce que trop souvent, des acteurs politiques, civils ou militaires, sont aux affaires et se livrent à des violences contre les manifestants, contre les populations. Et cela reste impuni au nom d'arrangements politiques. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans d'autres pays africains, on a trouvé la formule, c'est la réconciliation, pour empêcher que la justice fonctionne. C'est vrai que là, moi, j'éprouve beaucoup de tristesse. De tristesse, oui. Vraiment, c'est triste. Je pense à l'Afrique, comment on peut offrir un tel spectacle à notre continent. C'est une caricature de justice. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il en sortira. C'est un beau spectacle, c'est bon pour la télévision, pour les réseaux sociaux, mais peu importe les condamnations, les peines qu'on prononcera, je pense que le mal a été fait. C'est la violation permanente des droits des citoyens dans nos pays. Et c'est le non-respect des règles démocratiques qui conduit justement à ce genre de spectacle-là. On espère que les choses iront jusqu'au bout et que les principaux responsables, les vrais, paieront. Non pas, comme on dit, le menu fretin qu'on exhibe chaque fois à chacun des procès, mais il faut que les responsables soient, en tout cas, comme on dit, identifiés et condamnés par la justice. Daouda Bon, personnellement, moi, d'abord, il faut dire... Est-ce qu'il revient à la junte d'organiser, par exemple, à votre avis, ces procès? Moi, pour ma part, j'aurais personnellement souhaité qu'en Guinée, c'est vrai qu'ils sont en train de faire un procès, tout et tout, mais j'aurais souhaité qu'après la transition, tu vois, qu'un pouvoir civil puisse les juger, en fait. Parce que, étant tous des militaires, on ne sait pas ce que chacun a fait. Chacun a son cadavre dans son placard. Bon, qu'une gente vienne juger Dadis, juger Toumba et autres, je ne dis pas que c'est mauvais dans le fond, mais dans la forme, j'ai des inquiétudes, en fait. Okay. Est-ce que ce n'est pas une façon pour eux de se mettre en avant, pour dire, bon, on a pu faire ça, on a fait ci, on a fait ça. Décision populiste, voilà. Vous disiez? Un peu. Donc, j'aurais vraiment souhaité qu'on fasse une bonne transition et après la transition, un pouvoir civil puisse agir. Parce que, comme le disait Alain, qu'on le veuille ou non, c'est un massacre qu'il y a eu dans ce stade-là, ce jour-là, en fait. Au-delà même de Dadis Camara. Mais il y a eu beaucoup de personnes... Le crime qui a été perpétré a été, comment on appelle ça, requalifié de crime contre l'humanité par les... Comment ça s'appelle? Comment on appelle ça? La communauté internationale, en fait. Donc, le crime existe vraiment. Mais est-ce qu'il est du ressort de la junte, d'autres putschistes, de juger d'autres putschistes? Mais justement, est-ce que ce n'est pas une promesse de la junte, justement, lorsqu'elle prenait le pouvoir, d'organiser ces procès-là? Est-ce que la junte ne tient pas une promesse de... Je pense que le biais par lequel Daouda voit cet événement n'est pas forcément le meilleur. C'est le temps de la justice, sous la junte. Peu importe, parce que des crimes ont été commis. Et les pouvoirs qui ont précédé n'ont peut-être pas eu le temps, parce que la justice, les procès, ce sont des procédures. Certainement que les procédures sont arrivées à leur terme, et maintenant le temps du procès est arrivé au moment où la junte est au pouvoir. Parce que retarder le procès dans l'espoir qu'il y aurait un pouvoir civil qui risque de ne pas arriver avant longtemps, c'est aussi aggraver la peine des familles qui souhaitent savoir la vérité. Donc je pense que pour moi, c'est juste l'enveloppe, il ne faut pas s'attarder là-dessus. Le fond, il y a des présumés responsables qui sont devant les tribunaux. Et puis, on verra bien à la fin. Mais en fait, la question que moi je pose sur ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est en Afrique. Nous, on est en Côte d'Ivoire ici, on a vu que ceux-là vont juger ces putschistes. Après, on trouvera que... On parlera des semblants de justice. J'ai l'impression que des putschistes jugent des putschistes. Des putschistes jugent des putschistes pendant qu'eux-mêmes, ils ont commis d'autres choses. En fait, moi, mon problème, c'est que
faisons une transition. Et il a parfaitement raison. On ne sait pas quand est-ce que la transition va finir pour qu'un pouvoir civil vienne au pouvoir. Mais j'aurais souhaité, pour ma part, que ce soit un pouvoir civil qui juge ses militaires. Non, mais le problème même, le vrai mal dans tous ces pays d'Afrique, notamment de la sous-région, et on assiste à de vraies mascarades dans tous ces pays malheureusement, c'est l'intérêt personnel. On a des jeunes ou même des civils qui viennent au pouvoir pour leur propre intérêt et non pas pour l'intérêt de la communauté. Élysée évoquait tout à l'heure le fait qu'on arrive au pouvoir pour travailler pour le bien-être de tous. Mais on est bien d'accord que quand on regarde la plupart de nos chefs d'État africains, quand on voit le type de décisions qu'ils prennent, les actions qu'ils mènent, quand on regarde ce qui se passe dans des pays comme au Mali ou même en Guinée, de ceux dont on est en train de parler, c'est tout basé sur des intérêts personnels. Et ce genre de cinéma-là ne vont jamais s'arrêter tant qu'on n'aura pas des hommes au pouvoir qui viennent pour vraiment un redressement du pays, un développement du pays, pour pouvoir eux aussi en profiter. Mais là, par exemple, basé sur la Constitution. Mais je veux dire, là, qu'est-ce que vous reprochez au régime de la junte actuelle en Guinée pour pouvoir leur prêter des intentions? Oui, c'est en cela que je voudrais un peu réagir sur ce que Daouda a dit. Je pense qu'il ne faut pas voir la chose sous le fait que c'est la junte qui juge. Moi, je ne pense pas que ce soit la junte qui juge. Il faut déjà accorder à la Guinée cette capacité à voir la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire qu'il y a ceux-là qui gèrent l'exécutif, maintenant il y a ceux aussi qui gèrent le pouvoir judiciaire. Bon, là, parce que ceux qui sont actuellement en train de... celui qu'on a vu en train d'intervenir, c'est un avocat qui a avéré en bonne et due forme. C'est un procureur, ça veut dire que c'est un procureur. Donc, quoi qu'on dise, il est dans le système judiciaire. Maintenant, quand on dit non, que c'est la jeune qui juge, moi, je ne veux pas trop qu'on voit ça sur ce temps. C'est pas le cas de la Birmanie, par exemple, où là, c'est vraiment des militaires qui jugent. Voilà, ça c'est différent. Ça, vraiment, c'est ceux-là qui incarnent quand même le pouvoir judiciaire en Guinée. C'est pas une justice militaire. C'est pas une justice militaire, voilà. C'est ceux-là qui incarnent la justice en Guinée qui sont aujourd'hui en train de mener le procès. Donc, même si Daouda pense au fond de lui que ceux qu'on voit là qui sont manipulés. Non, en fait, voilà. on est en Afrique, Non. On est en Afrique, qu'on le veuille ou non. Excuse-moi, Élysée, je sais que je t'ai coupé, excuse-moi. Mais on est en Afrique, on sait tous, on a vécu depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Sincèrement, on nous dit les pouvoirs sont séparés, mais dans le fond, quand tu pousses la réflexion, tu te rends compte que l'exécutif souvent influence la justice. Mais bon, permettez qu'Élysée soit pas de votre avis. Bon, moi je pense que ça reste encore dans l'ordre de prêter des intentions. Allons sur le fait qu'il y a une justice qui est en train de mener un procès, au terme duquel on verra effectivement la décision qui sera prise. Mais comme je le dis, moi je veux même qu'on aille un peu plus loin pour tirer un peu une leçon de ce qui se passe. Moi, je pense qu'il y a une leçon qui, quand même, doit pouvoir sortir de ce qui est en train de se faire. Et c'est ce que je disais en entame. Il faut aujourd'hui qu'on sache que tout acte qu'on pose, d'une manière ou d'une autre, on va le payer. D'une manière ou d'une autre. Donc, quand on a les leviers du pouvoir en main et qu'on pense que ces leviers du pouvoir-là sont pour nous une occasion de brimer ou bien de faire tort à autrui, sachant que la roue tourne. Un jour, ça va nous rattraper. Pas forcément par ceux qui ont été notre victime, mais l'histoire. Aujourd'hui, il y a des procès qui sont ouverts quand on regarde en Occident. Il y a des procès qui sont ouverts sur des choses qui datent de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Là, il y a des gens qui ont été coupables dans le génocide du Rwanda, auteurs, mais qui aujourd'hui sont en train de payer devant les tribunaux internationaux. Donc, c'est pour dire que toute action qu'on pose a forcément des répercussions. Donc, il faut que, quand on est élevé dans un poste de direction, dans un poste élevé de l'État, il faut qu'on comprenne que toute action qu'on pose a un revers. Donc, il est important qu'on fasse très attention à ce qu'on fait. Très bien. C'est l'une des leçons aussi qu'on peut tirer de ce procès. En tout cas, un dernier mot, juste pour rassurer Daouda, pour dire qu'avant le putsch, il y avait quand même des civils qui ont eu 2 mandats. Il y avait Alpha Condé. C'est ça. Donc, durant sa gouvernance, le procès ne s'est pas tenu. Donc, ce n'est pas la nature du régime qui détermine la conduite des affaires de la justice. Mais bon, à sa décharge, on peut dire que Dadis est en exil. C'est vrai que le second mandat Dadis est venu, mais le premier Dadis est en exil. Il aurait pu demander une extradition, mais en tout cas, sous Alpha Condé, ce procès n'a pas eu lieu. Alors, c'était un civil. Élysée, vous serez mandaté, un peu comme Alain, donc, pour suivre de très près les différents épisodes du feuilleton de ce procès et nous en rendre compte tout au long de notre parcours. Merci. Bon, les amis, j'ai une vidéo du jour pour vous. Insolite, en général, c'est pas dans ce sens-là. On a vu le parcours dans l'autre sens, mais cette fois, c'est dans le sens contraire, où c'est un Ghanéen qui, lui, souhaite se réfugier en Côte d'Ivoire. Regardez. Oh, Ghana, ça y est, Ghana, ça y est, tu me Côte d'Ivoire.
Akufo-Addo mi kọ́ Côte d'Ivoire o. Yo Ghana sẹ́ mi kọ́ Côte d'Ivoire. Tchale mi kọ́ Côte d'Ivoire báwa. Ghana sẹ́ mi kọ́ Côte d'Ivoire. C'est Nana Addo sẹ́ yà là qui sẹ́. Wà bẹ́ di o ma ni soir. Ma sa mi de Ghana yẹ di mi kọ́ Côte d'Ivoire. Ma jẹ́ mi iri ni mi ba. Ma sa fia mi kọ́ Côte d'Ivoire. Mi kọ́ Côte d'Ivoire, mi kọ́ Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire na mi kọ́. Tchale zeni zo kaji. Mi kọ́ Côte d'Ivoire. Nous sommes de retour. On a vu dans cette vidéo, en tout cas, quelqu'un qui a vraiment, il en a gros sur le cœur, il n'a plus envie de rester dans son Ghana natal, il a envie de venir en Côte d'Ivoire. Oui, gros sur le cœur, mais rien sur le corps, puisqu'il arrive quasiment torse nu pour traverser la frontière, ce que je constate. Non, bon, je ne sais pas s'il vient en tant que réfugié, mais en tant que citoyen de la CEDEAO, il peut se rendre en Côte d'Ivoire s'il estime que les conditions de vie, de sécurité, mais surtout de vie au Ghana ne sont pas réunies compte tenu des problèmes économiques en ce moment dans ce pays. Voilà. Sinon, c'est sympa, c'est une belle vidéo. Ouais. Il faut dire que cette vidéo, au-delà de son côté satire, c'est symptomatique d'une situation que vit le Ghana actuellement, une situation économique difficile, une situation de récession. Déjà, au mois de juin, le Ghana avait vu le cedi déprécier d'environ 34,4%. Wow. Oui, et comparé au dollar. Et là, le 18 octobre dernier, on était autour de 45% de dépréciation comparé au dollar. Donc aujourd'hui, et ce qui faisait d'ailleurs même du Ghana la monnaie, la devise la plus basse actuellement au monde, en fait. Donc, en termes d'échange, vraiment, c'est difficile aujourd'hui de faire des transactions avec la monnaie ghanéenne, avec le cedi qui est pratiquement, je dirais, à ras le sol. Donc, c'est une situation économique qui est difficile. Déjà, il faut dire qu'il y a 2 ou 3 ans de cela, le Fonds monétaire international avait lancé des alertes sur la situation économique du Ghana qui commençait vraiment je ne sais pas si je veux dire prendre de l'eau, mais qui commençait à devenir un peu plus difficile. Il y a 2 ou 3 ans de cela, ça avait même conduit l'État ghanéen a sollicité même des appuis budgétaires de ces institutions de Bretton Woods-là et qui avaient exigé en retour qu'il fallait qu'on essaie de réaménager la manière dont les fonds publics, dont la gestion de l'État était menée, s'ils voulaient bénéficier en tout cas de cette aide-là des institutions de Bretton Woods. Aujourd'hui, on se rend compte effectivement que le cedi ghanéen qui déjà, avant 2010, était un peu plus même que le franc CFA en termes de comparaison, aujourd'hui se retrouve à ce niveau. C'est les conséquences, je dirais, d'une gestion économique, je ne dirais pas scabreuse, mais difficile, qui aujourd'hui porte ses fruits et qui nous présente ce que nous constatons. C'est bien qu'Élysée parle de ces conséquences-là, parce que c'est une réponse en même temps à tous ceux qui militaient un peu pour que la Côte d'Ivoire sorte donc du CFA et qu'elle s'approprie sa propre monnaie. Moi, je suis de ceux qui disent toujours qu'il faut avoir les moyens de sa politique. Donc, quand on prend un pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, je crois qu'en termes d'inflation, on est vraiment plutôt bien placé par rapport à un pays comme le Ghana qui est déjà autour de 30. On a le Nigeria qui a aussi sa propre monnaie qui est autour de 20. Donc en fait, c'est un phénomène mondial, mais finalement qui se répercute beaucoup plus sur des pays qui étaient pour certains des arguments de réussite économique, d'indépendance économique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que toute indépendance n'est pas un succès en soi pour l'économie d'un pays, quoi. Bon, moi, je comprends ce que Ryan... 30 secondes de réaction chacun. Oui, 30 secondes. Je comprends ce que Ryan a dit. C'est pas faux, mais en même temps aussi, je dirais, ça veut dire que peut-être pour venir en contradiction de ce qu'elle a en train de dire, il y a quand même certains pays qui ont leur propre monnaie, mais qui aujourd'hui résistent très bien sur le plan économique. En tout cas, ça bouge quand même. Moi, je crois que tout réside dans la politique économique que le pays adopte. Moi, je pense que c'est avoir les moyens de sa politique avant de s'engager dans une forme d'indépendance. C'est là que tout se joue, en fait. Donc, sinon, a priori, je crois que c'est quand même difficile au niveau du Ghana actuellement, économiquement parlant. Ouais. Très bien. Alain, vous souhaitez... Oui, bon, enfin, rapidement, dire que c'est aussi le résultat de déclarations démagogiques qui avaient été faites par le président ghanéen il y a 3-4 ans. Et il annonçait qu'il ne voulait plus coopérer avec le Fonds monétaire international. C'est ça. Moi, j'avais participé à un forum de l'OCDE à Paris en janvier 2019, je crois, que j'avais animé ce forum. Et effectivement, tout le monde l'acclamait. Oui, le Ghana va être libre, indépendant, autonome. Mais bon, il y a quand même quelques réalités qui rattrapent très vite ce type de discours. Moi, en tout cas, pour ma part, je pense qu'on doit remercier l'État de Côte d'Ivoire parce que depuis le début... Non, tu en ris, mais c'est sérieux parce que quand tu regardes la crise russo-ukrainienne, la Covid, le changement climatique qui frappe tous les pays du monde entier, la crise que tout le monde subit aujourd'hui et que les Ivoiriens arrivent à tenir, je veux dire, comme Ryan l'a dit, on doit dire Dieu merci à ce qui nous arrive parce que
on aurait été dans leur cas, peut-être que c'est nous qui allons partir dans le sens contraire, en fait. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le carburant, les derniers des premiers essais qui ont été subventionnés depuis janvier jusqu'à maintenant, franchement, je dis bravo, quoi. Parce que je ne dis pas que ça ne veut pas dire que la vie n'est pas chère. Ouais. La vie est chère, mais au moins, on n'est pas les derniers de la classe. C'est ce que j'aimerais juste dire. Ouais. Très bien. Bon, enfin, je pense que ce que ma très chère Ayana souhaitait dire également, c'est que sortir d'une zone, ce n'est pas forcément la panacée. Voilà, c'est ça. Voilà. OK. Bon, les amis, j'ai juste une petite vidéo, hein, rapidement. Et là on termine là-dessus, c'est vendredi, on fait beaucoup de vidéos aujourd'hui. Et bien, c'est la présidente de l'Assemblée nationale donc, qui m'a fait une séance après une interpellation raciste. Regardez. En France. Allez-vous vous saisir de la question de la répartition des migrants avec les autres pays européens, comme Malte, qui ne répond plus aux demandes de coordination de sauvetage? Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences... Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Pardon? Attendez, mes chers collègues, non mais qui... Voilà. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Quelle honte. C'est honteux. Ouais. Alain. Mais écoutez, c'est à l'image de la France. Il faut dire que depuis 30 ans, 35 ans, ce pays a changé de visage et ceux qui sont censés incarner cette République ne doivent même pas être dans ce type d'enceinte. Moi, la France de Mitterrand, une France plus fraternelle, solidaire, etc. Et aujourd'hui, bon, le pays aussi assume cette incapacité à endiguer la montée des extrémismes. Voilà, parce que quand ils ont un discours quand même à plusieurs leviers, au moment des élections, on ne veut pas du Front National. Mais en permanence, ce parti est financé par les deniers publics, etc., a des représentants dans les assemblées locales, régionales et nationales et autres. Donc ce sont des propos très très graves. Très très graves. Et puis en tout cas, on apprécie en tout cas l'indignation bien sûr, mais parce qu'au-delà de la gravité des propos qui sont racistes et tout ce qu'on veut, mais c'est un manque de respect même vis-à-vis de l'Assemblée. De son collègue même. Mais oui, on peut pas se mettre, mais même pas que de son collègue noir, mais de toute l'Assemblée. Parce qu'on ne peut pas, dans une Assemblée aussi respectable que l'Assemblée nationale, se permettre de hurler comme ça, retourne en Afrique. Je veux dire, ça dénote d'une mentalité quand même assez basse. Et d'ailleurs, je pense qu'on est en train de le rechercher, ça dénote de toute la lâcheté d'ailleurs, de la part de cet individu-là, parce qu'on est même, c'est même pas quelqu'un qui assume ses propos. Mais finalement, il a été retrouvé, oui. Voilà, il aurait pu quand même prendre le micro et puis le dire. Très bien les amis, d'ailleurs, je pense qu'à cette réponse-là, en tout cas, à cette attitude-là, j'ai une réponse. Eh bien, notre invité s'appelle Maître Coulibaly Siaka. Il est ceinture noire, 9e dan de taekwondo. Il est grand maître en Afrique. Bonsoir maître. Ça va pas, ça va chauffer sur le plateau tout à l'heure, là, ça va chauffer à tout de suite, maître. Merci d'être là. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk et nous sommes vendredi, et nous sommes surtout en sécurité sur notre plateau. Eh bien, la raison, nous accueillons avec beaucoup de plaisir le grand maître, parce qu'en Afrique, il est quasiment le seul à avoir ce grade. Il est ceinture noire, 9e dan de taekwondo, maître Coulibaly Siaka. Bonsoir, maître. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Mais vraiment, 9e dan. Bravo, maître. Merci. Et vous avez reçu votre 9e dan le mercredi 28 septembre dernier, donc 2022. Ce qui fait de vous le seul Africain à avoir ce grade. Waouh. Cette distinction. Franchement, je pense que ça sert encore. Bravo, maître. Bravo. Franchement, et à côté de ça, je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration du Café Cacao. Ils n'ont qu'à bien se tenir. Dans le 9e dan, là, vous trouvez le temps encore d'aller gérer Café Cacao? J'ai commencé au lycée. Ah, d'accord. Ah, oui. Donc, je n'ai plus arrêté. Mais justement, 9e dan, c'est combien? Il faut combien de temps pour arriver à ce niveau? Alors, donc, je pense que vous allez calculer. De 8e à 9e dan, j'étais 8e dan depuis 2013, il faut 9 ans. 9 ans, de 8e à 9e. C'est-à-dire pour passer à partir de la ceinture. Mais qu'est-ce que ça demande concrètement? En fait, si vous voulez, je vais commencer par le début. De la ceinture blanche jusqu'à la première ceinture noire,
bon, on forge le corps, on lui met là-dedans toutes les techniques qu'il faut pour pouvoir faire les techniques supérieures à partir de la ceinture noire. À ce niveau, la progression, elle est relativement trimestrielle, c'est-à-dire tous les 3 mois. Okay. Mais si même vous êtes régulier, tous les 2 mois, il y a une évaluation. Bon, il y a 3-4 niveaux. Vous commencez de la ceinture blanche, vous arrivez d'abord à la ceinture jaune, il y a 2 niveaux. Ensuite, il y a la verte, il y a 2 niveaux. Ensuite, il y a la bleue, il y a 2 niveaux. Et la rouge, il y a 2 niveaux. Après la dernière rouge, là, si vous êtes régulier, en 1 an, vous pouvez arriver là. Puis c'est pratiquement tous les 2 mois, tous les 3 mois, il y a une évaluation. Et bon, on vous teste. Si vous êtes à la hauteur, bon, vous passez. Régulier et à la hauteur. Mais maintenant, c'est à partir de la ceinture noire. Il n'y a pas que le côté technique qui se développe, mais il y a le dos, c'est-à-dire l'esprit. Dans l'esprit, l'élément le plus important, c'est d'abord la patience et la persévérance. Donc, pour passer de premier dan à deuxième dan, il vous faut 2 ans. On va tester votre persévérance et votre patience. Il faut 2 ans. Oui, pour passer de deuxième dan à troisième, il vous faut 3 ans. Pour passer de troisième à quatrième, même si vous êtes techniquement au point, on vous fait observer la patience et la persévérance. Parce que c'est un peu à l'image de la vie courante. Si on se précipite pour atteindre certains objectifs, alors que l'esprit, parce que notre dimension, la vraie dimension qui est à respecter, ce n'est pas celle qu'on voit, c'est celle qui est spirituelle. Voyez-vous? Alors donc, si mentalement et spirituellement, vous n'évoluez pas en même temps que les techniques, c'est la raison pour laquelle vous pouvez être un danger public, pour vous-même d'abord, pas pour les autres. C'est la raison pour laquelle on vous amène, tout en sachant ce que vous valez, à observer la patience et la persévérance. Parce que pour passer d'une étape à l'autre, non seulement il faut le nombre d'années, mais et on précise bien avec l'entraînement régulier. Quand vous vous regardez, vous dites que je suis au point, mais on vous oblige à attendre selon le règlement. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à savoir sur vous, maître. Hein, donc on va faire rapidement. Je voulais juste savoir si vous avez eu besoin de recourir à cet art martial dans la vie, voilà, peut-être lors d'une agression, une provocation, une situation qui vous a amené à déployer toute votre connaissance et votre maîtrise de cet art. Ok, merci. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais vous demander une indulgence, une faveur. Si je suis aujourd'hui devant vous ici, c'est grâce à certaines personnes morales et physiques. Et comme la sagesse africaine nous dit, quand vous appréciez la splendeur d'une fleur ou bien son bon parfum, il faut avoir une pensée pour ceux qui ont labouré le sol, qui ont semé la graine et qui ont arrosé la plante pour qu'elle donne cette fleur-là. Alors, je pense que les vrais artisans de ce que je suis aujourd'hui, c'est d'abord Dieu. Dieu, parce que c'est lui qui m'a fait la grâce, d'abord de m'accorder cette vie pour que je sois en forme aujourd'hui pour être au service de mon pays et pour le continent. Après lui, il y a des personnes physiques. Et je vais peut-être vous surprendre. Il y a d'abord l'humaniste Alassane Ouattara. J'insiste bien sur le mot humaniste parce qu'il est devenu son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République. À cette époque, il n'était pas encore Premier ministre, à plus forte raison président. C'est pour ça que j'ai dit l'humaniste. Parce que dans la pratique, en 2008, vous savez très bien qu'en 2008, il n'était pas président. Alors, j'avais souffert d'un mal qui a failli me rendre invalide. Et j'ai fait tous les traitements, mais il fallait parachever à l'étranger. Bon, je n'avais aucun mérite particulier, ni de relations particulières. J'étais simple militant de RDR pour avoir appris ça. Il a contribué à m'aider à aller à l'étranger pour aller parachever mon traitement. Et c'est après, à ce moment-là, j'étais 7e dan. Et c'est après cela que j'ai repris les entraînements pour passer non seulement le grade de 8e dan, et en même temps les grades d'instructeur international jusqu'au dernier degré. Et avec aujourd'hui le grade de 9e dan. Alors, voyez-vous, j'ai dit l'humaniste, c'est parce que lui, il a certainement oublié, parce que des cas comme ceux-là, il en a fait tellement. Mais comme on dit, la sagesse, j'aime me référer à la sagesse. Faire du bien, c'est bien, mais reconnaître le bienfait, c'est encore mieux.
Ah, ça me rappelle les films avec les Shaolin. Il y a toujours un petit proverbe qu'on te sort dedans. Oui. C'est ça? Parce que si je ne le dis pas, je sais que lui n'en parlera pas. Je sais qu'il a pratiquement oublié. Tellement c'est infime par rapport au grand service qu'il a rendu, non seulement à notre pays, mais au monde entier. Voyez-vous. Et je sais que son apport a été très déterminant pour moi, qui m'a permis de poursuivre cela. Après lui, évidemment, il y a le grand maître Kim. Bon, vous étiez peut-être jeune, vous ne le savez pas, mais c'est depuis 1968, il est le père fondateur du taekwondo chez nous. Il est venu ici tout jeune. Et c'est lui qui a introduit le taekwondo chez nous en 1968. Et moi, je fais partie de la deuxième génération, je suis l'élève de son élève. Très bien. Wow. Alors donc, c'est vraiment pour lui rendre hommage, le grand maître Kim, évidemment. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis l'élève de son élève. Après lui, je voudrais vraiment rendre hommage au maître, de mon maître, qui est le premier Ivoirien, qui est le plus méritant parmi nous. Mais malheureusement, feu Arsène Zirignon. Il n'est plus là. Oui, exactement. Qui est mon parent d'ailleurs. Mais voilà, vraiment, chaque fois que l'occasion m'est donnée, le président Oufoué avait dit, il dit que les prophètes n'ont jamais écrit, mais c'est leurs disciples qui parlent de leurs œuvres. C'est ça, c'est ça. Malheureusement, et vous profitez de l'occasion aujourd'hui sur notre plateau justement pour leur rendre hommage, maître. Oui, c'est vrai. Alors donc vraiment Arsène Zirignon, c'est le plus méritant parmi tous. Très bien. Alors maître, on va s'intéresser à tout à l'heure. Je termine par les hommages, il reste 2 seulement. Parce que je ne peux pas parler de moi sans ces personnalités. D'accord. Donc, maître, rapidement, après, les deux son autres maître, son élève, parce que quand j'ai commencé, j'étais au lycée. Son élève, c'est le professeur Koulibaly Kilmalo Jérôme. C'est lui qui m'a appris à marcher au taekwondo au lycée classique de Bouaké. Quand j'étais en seconde, lui, il était en terminale. Et c'est lui qui était mon maître. Il était ceinture rouge à Bouaké et Arsène était ceinture noire à Abidjan. Et quand il y avait des passages, le grand maître allait là-bas. Donc, après les encadreurs techniques, je suis devant vous à mon âge. Bon, vous avez vu peut-être dans les documents, c'est grâce aussi à 2 personnes. Mon préparateur physique, qui est le coach Ngoran à l'INGS, parce que, comme je vous ai dit, depuis 2013, quand j'étais 8e dan, sachant que 9 ans après, j'allais passer, donc j'avais gardé un rythme régulier, mais 1 an avant, je suis allé à l'INGS et c'est lui qui m'a encadré pour faire la préparation physique parce qu'il ne fallait pas aller faire piètre figure. C'est ça. Il fallait honorer non seulement le pays, mais en même temps tout le continent, puisque j'étais conscient de la position que j'avais déjà même à partir de 8e dan. Donc il fallait honorer toutes ces choses-là. Donc avec la vieille machine, je l'ai dérouillé. C'est grâce au maître coach Ngoran Luc et mon médecin, docteur Alangba. Très bien. Voilà. Donc, on a fait le tour. Et puis nous tous, on a fait. Est-ce que vous avez eu à utiliser des techniques de taekwondo dans la rue? Maintenant, je réponds à sa question. Dans la vie. Dans la vie, globalement. Dans la vie, oui. La première fois indirectement, la deuxième fois directement. Je vais parler donc de la deuxième fois. En fait, par principe, quels que soient les arts martiaux, et particulièrement le taekwondo, on apprend à forger son corps pour en faire une arme, non pas pour agresser, mais pour se défendre en cas de légitime défense. Alors donc, l'anecdote est que j'ai écrit un livre, dans le livre, je l'ai raconté, je vais juste faire le résumé. Bon, j'ai un ami qui avait perdu un parent, et venant du travail, j'allais lui présenter les condoléances. C'était à Abidjan ici, vers les 18h30, et je suis arrivé, bon, comme il était à Cocody là, et je ne maîtrisais pas trop le logement parce que j'étais parti là, ça faisait un bon moment. Donc je suis allé garer dans un parking et j'étais au volant. Bon, et juste j'ai laissé la portière ouverte et puis je suis descendu. Il y avait un vendeur au bord du parking pour aller me renseigner. Alors qu'il y avait des bandits qui étaient embusqués dans les fleurs qui étaient à côté. Parce que c'est la cité des professeurs, là, non loin du golfe ici. Alors, le moteur était en marche, la portière était ouverte. Et au moment où je suis arrivé, bon, pour moi, il m'a donné l'information, c'était juste l'immeuble à côté. Mais je fais donc monter le premier pied. Et puis je vois que la portière coince la seconde jambe qui était ouverte. Et comme la vitre était descendue, je vois un gaillard, plus grand que vous, et il me pointe le revolver comme ça au nez, il me dit « Ah, ne criez pas ». Alors, comme ça ne m'est jamais arrivé, alors j'ai dit, mais vous dites quoi? J'ai dit, je n'ai pas parlé, mais je vous assure, je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai même dit à mes élèves,
c'est l'occasion pour moi de dire qu'il y a les maîtres physiques, les instructeurs physiques, mais le grand maître, c'est Dieu. Et il communique avec notre esprit. C'est ça. Et quelque chose s'est passé dans la vie de ces gens. Alors, toujours est-il que... Alors, j'ai tiré 2 enseignements. La portière étant là, je ne sais pas à quel moment je l'ai poussé. Le grand Kaya s'est retrouvé au sol et il a dit à son acolyte, tire. Et l'autre a tiré 2 fois, ça a transpercé la portière qui était à côté. Dieu merci, c'est passé. Et quand je l'ai vu, il a dit, tire. L'autre, après, il n'avait que 2 balles. Après, il n'y avait plus de balles. Et lui, il avait son revolver en main. Comme j'avais arraché, et quelque chose me dit, ah non, c'est toi qui es devenu maintenant le criminel. Mais j'ai jeté l'arme sur lui et puis je lui ai tourné dos. Waouh, bravo. Alors, maître, on va évoquer beaucoup de choses et assez rapidement parce qu'on n'a malheureusement plus beaucoup de temps. Alors, vous avez participé à de nombreuses compétitions parce que j'imagine quand même des trophées, des victoires. On en parle un tout petit peu. Bon, je crois que le plus marquant pour ne pas perdre trop de temps, c'est le tout premier. Alors, je vais faire référence souvent à Dieu parce que c'est lui qui est le vrai coach, qu'on ne voit pas, et c'est le plus grand maître. Alors, quand j'ai commencé, je vous ai déjà dit, c'était en 69. C'était au lycée. Vous savez que la fédération ivoirienne a été créée en 69. Il n'y a ni fédération, ni compétition. Mais je ne sais pas ce qui me poussait. Je m'entraînais tous les jours et 3 fois par jour, dès que j'ai découvert le taekwondo, grâce à Feu Arsène Zirigan. C'est une préparation spirituelle. Alors, justement, c'est lui qui me poussait. Parce que j'ai dit qu'il est à la fois planificateur et prévoyant, parce qu'il savait que la fédération allait se créer. Donc, au point où, quand il y a eu le premier championnat de Côte d'Ivoire en 1975, mais je me suis retrouvé non seulement champion de ma catégorie, mais en même temps champion de toute catégorie sans le vouloir. Ah ouais. C'était le travail. Bravo. Tout à l'heure, on parle de travail, de persévérance, de foi, de combativité. Je crois que c'est des valeurs qu'on a dans la vie de tous les jours quand on veut obtenir des résultats. Alors, maître, aujourd'hui, ceinture noire, 9e dan de taekwondo, grand maître taekwondo en Afrique. C'est peut-être la dernière question, malheureusement, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Quand on voit un maître, on est sous le charme et l'admiration d'un si grand talent. Votre contribution aujourd'hui dans le taekwondo en Côte d'Ivoire, vous êtes au de la fédération, vous formez des élèves. Comment vous contribuez à ce que ce taekwondo-là, qu'on ait d'autres maîtres après vous ou à côté de vous? Mais ça a commencé depuis le lycée. C'est pour cela que je dis que quand Dieu vous a prédestiné, j'ai commencé à entraîner, à partager, pas entraîner, à partager le peu que je connaissais avec d'autres apprenants depuis le lycée quand j'étais ceinture bleue. Et depuis ce temps, je n'ai plus arrêté. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une grande majorité de ceux qui viennent de passer 7e dan, 6e, 5e, qui sont mes élèves. Donc, eux aussi, ils ont formé d'autres personnes et qui les forment. Donc, si je vais les citer, il y a plus de 5000 ceintures noires. La plupart des hauts gradés du pays, modestement, j'ai eu à intervenir dans leur vie à un moment donné. Mais comme je l'ai dit, je n'ai aucun mérite, c'est Dieu qui a ce mérite-là. Parce que et tous ceux qui me connaissent savent que depuis le lycée jusqu'à ce que je crée la fondation qui est là, chaque fois que je partage le peu que Dieu m'a permis d'acquérir, je ne prends jamais de l'argent. Parce que j'estime que ce que Dieu a fait pour moi, il ne m'a pas fait payer. Alors, grand maître, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire est fait par la fédération pour intéresser les plus jeunes à cet art martial? Bon, je pense que ce qui est important, c'est surtout le dos, l'esprit. L'esprit, quand on applique les principes fondamentaux de la philosophie du taekwondo, le premier principe, c'est l'esprit d'amour pour la paix. Les corollaires, c'est quoi? C'est la discipline, le respect d'autrui, le fait d'être disponible pour les autres. Mais une fois que déjà c'est ancré dans l'esprit, et évidemment, il y a les autres, il y a 4 principaux principes. Il y a celui qui consiste à accepter l'abnégation et se surpasser, et surtout se mettre à la disposition des autres. Donc je crois que dès le départ, il faut... Bon, nous avons notre maternelle, quand vous commencez ceinture blanche, il faut déjà inculquer ces vertus-là. Et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes maîtres des salles qui le font. C'est-à-dire au-delà de l'expression corporelle, qui n'est qu'un des aspects, si vous voulez, superficiels de l'art, mais il y a d'abord l'esprit. Donc il faut réciter ces principes-là, parce qu'en réalité, la pratique, c'est une activité complémentaire à l'éducation parentale. Très bien. Voilà. Là, vous êtes le premier Africain à atteindre la 9e dan de taekwondo. Ça peut être quoi les prochains défis?
Non, les prochains défis, c'est... La 10e dan? Non. Chez nous, ça s'arrête. Le 10e dan, ça se donne à titre posthume. Sinon, donc gardez la 9e dan. Vous avez le grade ultime en ce moment. Oui, en activité au taekwondo, ça s'arrête à 9e dan. Donc le reste maintenant, c'est l'ancienneté dans le grade. Donc quand vous prenez par exemple à l'académie là-bas, bon, le 9e dan qui est encore en activité, le plus ancien, c'est le grand maître Kim, à peu près 30 ans après le grade. Donc dans la hiérarchie, il n'y a pas de confusion possible. C'est plafonné à 9e dan, mais le reste, c'est d'abord l'ancienneté dans le grade. Celui qui a passé avant, il est supérieur à l'autre. Et ensuite, si vous êtes de la même promotion, il y a le droit d'aînesse. Celui qui est le plus âgé, il passe avant. Vraiment, c'est fait de telle sorte que l'esprit des disciplines soit respecté. D'un mot sur nos deux vedettes, Ruth Pergui et Cissé, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces deux jeunes nouveaux talents? Mais si quelqu'un a été très heureux, c'est bien moi. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais tantôt, c'est la persévérance dans le travail. Ces jeunes gens, j'étais tellement heureux pour eux quand ils sont arrivés à ce niveau. Ils ont commencé à faire la compétition quand j'étais président des fédérations. Ils ont commencé au plus bas niveau, enfants. Ensuite, ils sont devenus juniors et seniors. Et je pense que c'est la régularité dans le travail et la persévérance et surtout la volonté. Parce que quand on regarde, il y a cet aspect-là, souvent les maîtres oublient. Quand j'ai regardé, j'ai visionné le combat de Cissé, là où il a eu la médaille d'or, il y a le côté spirituel. Parce qu'au moment, avant qu'il ne fasse ce coup, qui a été le coup de la grande victoire, il était mené par son adversaire. C'est ça. Mais ce que je vous disais tantôt, il n'y a que Dieu qui pouvait lui dire. Et comme c'est un croyant, il a cru en lui-même. Il n'a pas accepté la défaite et il a fait le coup qui lui permettait d'avoir le nombre de points pour passer. L'ultime geste. Et le combat était terminé. C'est important. C'est pour ça que dans la préparation des athlètes, et j'en ai parlé dans mon livre, il faut qu'au-delà des 4 modules principaux, qui sont la préparation physique, la préparation tactique, la préparation technique et puis la préparation psychologique, il faut la préparation spirituelle. Parce qu'à technique égale, à compétence égale, c'est la spiritualité qui fait la différence. Il faut croire à un être suprême qui est le grand maître et qui est Dieu. Très bien. Merci, maître. On va, avec votre permission, maître, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de vous avoir, parce qu'entre la 9e dan et le conseil d'administration au Café Cacao, justement, on aura d'autres occasions de vous retrouver avec une autre casquette ou une autre tenue, un autre kimono. Maître, vous voulez bien nous gratifier d'une petite démonstration avec votre permission, maître? Bon, si vous voulez bien. Bravo, maître, merci beaucoup. Bravo, merci. Je vais même vous dévancer sur le tatami du grand dojo de l'AFTV. La démarche de Brice Lhomme. Bon, ben, maître, nos regards. Ce que vous allez faire déjà, vous nous expliquer ce que ça peut être comme démonstration? Oui. Non, en fait, ce n'est pas une démonstration en tant que tel. C'est l'un des pumse. Chez nous, on appelle ça pumse. Chez les autres frères, ils appellent ça kata. Oui. C'est l'un des pumse qui est au programme quand on passe 8e et 9e dan. Très bien. Okay. Donc, c'est un que je vais faire au ralenti pour vous permettre de voir. Voilà, parce que ça peut être très rapide pour vous. Non, donc, le maître va faire son ralenti. Est-ce qu'on va mettre... Je vais peut-être vous enlever votre micro. Okay. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut demander... Juste l'émetteur, voilà. Peut-être l'émetteur. Voilà, je récupère juste l'émetteur. Voilà. Merci. Voilà, il peut gérer le reste. Voilà, face à... Voilà, comme ça.
Voilà, et vraiment, je ne peux pas vous dire que ici, en fait, on avait un adversaire à votre taille. C'était Alain Toussaint, voilà, qui avait dit beaucoup de choses de vous. Mais après ce kata, eh bien, ce Punksé, il a décidé de ranger. Voilà. C'est beau à voir. Très beau à Merci, maître. Bravo, encore une fois. Merci beaucoup. Bon, on marque une courte pause et juste après, pour la suite, j'ai même envie de dire... Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. C'est vendredi. Alain Toussaint et Élisée Bolougbe ont décidé quand même de parler de Punksé. Voilà, de kata. À la fin. Voilà, à la fin. C'est ça. Ils vont en découdre sur ce plateau. Après, les pronostics donnent Alain Toussaint... Pédant. La sagesse. La sagesse contre la force. Parce qu'il est très rapide, Élisée, quand même. La puissance n'est rien sans le contrôle. Les gars, ils ont tous regardé les films de Shaolin. Dans la vidéoclub. Mais c'est clair, c'est clair. Bon, les amis, on évoque une situation, oui, celle-là également, qui mérite beaucoup d'attention, hein, quand même. Eh bien, c'est la question de la déclaration du patrimoine des maires et leurs adjoints. Et ces derniers, Élisée, ils ne traînent pas. Oui. On a envie qu'on sache ce qu'ils ont. Ben, je ne sais pas. Déjà c'est pas que c'est normal, parce que la loi fait obligation quand même de pouvoir déclarer vos patrimoines en prise de service. Là, on fait les élections municipales, disons, l'année prochaine, à moins d'une année. Jusque-là, ils n'ont même pas encore déclaré leur patrimoine, alors que quand vous prenez fonction, logiquement, c'est ce que la loi exige, vous devez faire une déclaration du patrimoine. Et là, quelques mairies quand même ont été ciblées, non des moindres quand même. Je vois Cocody, je vois Bergerville, je vois Plateau. Je me dis quand même qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est là qu'on se pose la question de savoir aujourd'hui quel est, je dirais, les moyens de coercition que la haute autorité de la bonne gouvernance en réalité n'a pas. Elle n'a pas, et ça c'est ce qui est un peu coince. Sinon, logiquement, je crois que l'État doit s'entourer quand même de cette garantie-là, de ce que cette loi-là soit appliquée. Vous parlez de moyens de coercition, mais quand on peut en parler pour un citoyen lambda, on peut en parler pour une forme d'irresponsable d'individu, mais on est en train de parler d'élus, on est en train de parler d'autorité de ce pays. Donc, quand on évoque même la coercition, moi, ça me dérange. En fait, moi, l'idée me choque même, parce que quand on voit, il parlait de loi tout à l'heure, c'est prescrit en fait dans la Constitution, dans son article 41. Du président de la République jusqu'au dernier, au plus gros cadre des institutions, ils doivent déclarer leurs biens. Et moi, j'ai tendance à le dire, le poisson pourrit toujours par la tête. Comment des autorités peuvent nous demander, nous, citoyens, de déclarer nos impôts, mais eux-mêmes sont incapables de déclarer leurs biens. Vous êtes élu, vous êtes nommé à de hauts postes de responsabilité et vous êtes incapable de dire j'ai telle maison, voici mon numéro de compte. Pendant que je prenais fonction, voici telle somme d'argent que j'avais dans mon compte. Parce que après, la déclaration en fait, des biens, en fait, ça lutte contre le blanchiment d'argent, l'enrichissement illicite. Et c'est des situations auxquelles on assiste. Des gens viennent comme maire, on les voit tout maigrilés. Après, ça n'a rien à voir avec la forme. Oui, bon, oui, je sais. Non. Jéréti. Mais en fait, ce que je veux dire, ça n'a rien à voir avec la forme. Voilà. Mais le gars, il vient, mais après, on se rend compte qu'il n'avait rien. Après, il a beaucoup de domaines un peu partout. Il est dans tout et n'importe quoi. Mais après, on est en droit de se demander d'où vient tout cet argent. Aujourd'hui, on voit des directeurs de sociétés qui, aujourd'hui, ont été épinglés. Il y a même un qui est en prison. Il y a l'autre qui a été débarqué de son poste après l'audit de l'État de Côte d'Ivoire. En fait, il faut qu'aujourd'hui, nos autorités puissent déclarer clairement leurs biens aux citoyens pour qu'on sache avec quoi tu es venu, avec quoi tu t'en vas. Alors, vous parlez toujours et régulièrement sur ce plateau du non-respect des textes. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà eu, vous, accès à la déclaration de patrimoine du président de la République? Non. Moi, je l'ai déjà vu. Et celle du Premier ministre? Non. Je sais que le président l'avait fait. Il y avait seulement que 7 ministres en fonction qui ne l'avaient pas fait. Sinon, le président et les autres... Non, il te dit, est-ce que tu as pas du nombre? Est-ce que vous avez accès? Voilà, non, je n'ai pas eu accès. Voilà. C'est donc public. Je pense que... Est-ce que c'est public? C'est pas public, justement. Mais ça devrait être public au nom de la transparence. Voilà, ça ne doit pas être une affaire d'initié. Le citoyen lambda, dont les impôts financent le train de vie de l'État, doit pouvoir avoir accès à ces informations. Est-ce que ce n'est pas pour des questions de sécurité? Si moi, je sais par exemple que l'immeuble qui est à côté appartient au chef de l'État, on ne sait jamais, le jour qu'il y a un souci, Non, pas forcément. Dans d'autres pays, je termine, dans d'autres pays, il y a des déclarations qui sont faites par des responsables politiques.
sans que leurs biens soient l'objet de vandalisme. Donc je pense que quand on est en Côte d'Ivoire, il ne faut pas l'oublier. Non, ça c'est du racisme aussi, c'est de la discrimination. c'est pas du racisme. Ce n'est pas parce qu'on est africain qu'on va ruser avec les règles. Il a dit en Côte d'Ivoire, il n'a pas forcément mis son opposition avec Côte d'Ivoire, parce que comme il a dit, oui, mais ça ce sont des préjugés. Mais après il y a des faits aussi, juste parce que quelqu'un rate un pénalty, les gens vont brûler sa maison, ça se voit pas dans de nombreux pays. Je sais que le pénalty n'est pas le patrimoine de beaucoup de footballeurs, mais quand même. Bon, mais là, je pense qu'il faut donner l'exemple. Le principe est bien, mais il faut aller plus loin, permettre aux citoyens qui le désirent d'avoir accès à ces informations. Alors, ça ferait rire si on va plus loin, parce que déjà qu'on ne va pas plus loin, on a déjà des personnes qui sont réfractaires. Aller plus loin et mettre ça à la disposition de toute la population, ce serait drôle de voir à combien va chuter carrément le taux de déclaration du patrimoine. En fait, ce que moi je voudrais dire, s'il vous plaît, toute la Côte d'Ivoire, ça ne règle même pas. Je vais donner à Élysée la Et ça, c'est Eliane qui fait ça, en fait. Bon, je sais qu'Eliane m'aime bien, donc merci Eliane, c'est pas grave. Elle a montré votre souffrance. Ok. D'accord, donc ce que je voulais dire une chose qui est importante. Vous savez, moi je dis toujours aux gens, personne ne nous met un fusil sur la tempe pour voter des lois. Ben oui. Personne. C'est parce qu'on estime à un certain moment que ces lois-là doivent contribuer au bon fonctionnement de la société qu'on les adopte et qu'on les vote. Mais dès l'instant qu'on les a adoptés, qu'on les a votés, il faut qu'on les mette en application. Personne, surtout que personne ne nous a mis un fusil sur la tempe pour dire non, si vous ne votez pas ces lois-là, on vous abat. Mais donc si on a voté ces lois-là, on ne les vote pas juste pour faire plaisir. Mais il faut qu'on applique ces lois. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Est-ce que surtout quand on vote ces lois-là, on ne dit pas on vote ces lois-là, mais on ne met pas, et si vous ne respectez pas ces lois, voilà ce à quoi vous exposez. Mais c'est justement. C'est pourquoi il n'y a pas les mesures de coercition. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, avec la haute autorité de la bonne gouvernance, je pense qu'ils ont une loi là-bas, en fait, qui fait qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la confidentialité. Quand les gens font leur déclaration de patrimoine, ils ont le devoir de protéger aussi ce secret-là, en fait. Donc, les gens l'ont fait, eux, ils le savent et ils n'ont pas le droit de le divulguer. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est que les gens, la loi dont tu parles justement, il y a des peines d'emprisonnement et il y a des amendes à payer, en fait. Mais malheureusement, on fait, lui le disait tantôt, on va voter des lois, mais au final, l'application sur le terrain devient très compliquée, en fait. Je pense que c'est ce qu'il faut pouvoir changer et ça va pouvoir pousser les choses à aller de l'avant. Maintenant, ça existe. Maintenant, pour les élus réfractaires, l'année prochaine, il y a des élections municipales. Bien sûr, à moins d'un an. Certainement que la déclaration de patrimoine fera partie, ou fait partie d'ailleurs, mais la déclaration des pièces constitutives. C'est prescrit même dans la Constitution. Mais voici que la déclaration de patrimoine, même, en fait, elle est exigée à la prise de fonction. C'est ça. C'est-à-dire quand tu prends la fonction, tu fais la déclaration du patrimoine. Voilà ce que j'ai pendant que je prends la fonction. Mais au moment de la candidature, en fait, c'est-à-dire, il faudrait peut-être, on va une des pièces qui doit faire partie des dossiers. Voilà, parmi les pièces à produire, il faut la déclaration de patrimoine, ce qui se fait d'ailleurs sous d'autres cieux. Oui, donc je pense qu'il faut être cohérent quand même quand on prend la loi aussi. Et mais du coup, ça permet que quand tu es en campagne et que quelqu'un t'offre un manteau, à beaucoup d'euros, vous avez l'occasion d'être obligé de justifier. Mais Brice, je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Je pense que c'est le lieu en fait pour nous ici et de dire aux gens, tous les maires, députés, tous ceux qui sont à des postes électifs, il faut qu'en fait, les votants se disent, ce monsieur-là, il ne déclare pas ses biens. Donc, on ne doit pas voter pour lui. Parce qu'il faut qu'on arrive à cette prise de conscience collective, en fait. Parce que des gens ne vont pas venir prendre des postes de responsabilité. Et puis après, il déclare rien. Du jour au lendemain, il est multimilliardaire. Oui, et même pour aller encore au-delà de ce point, cela veut dire que quand il ne déclare pas ses biens, certainement qu'il ne déclare pas ou ne paye pas les taxes qui vont avec ses biens. Bien sûr. S'il a des biens immobiliers, il faut payer un certain nombre de taxes, d'impôts et autres. Certainement qu'il ne le fera pas, puisque personne n'a connaissance de la réalité. Je lis une réaction d'un téléspectateur sur nos pages des réseaux sociaux qui nous dit peut-être qu'ils ont peur des sorciers. Non, les sorciers n'ont rien à voir dedans. Ah, mais si, quand même. Il y a un aspect, c'est que c'est très tabou. Moi, j'ai remarqué, c'est très tabou, par exemple, ici, de dire ouvertement son salaire ou de dire ouvertement ce qu'on gagne ou tout ce qu'on possède, ses biens immobiliers, etc. Parce qu'on a peur que soit quelqu'un nous fasse du mal ou quoi. Ça fait partie aussi de la culture. Hein. Moi, je pense que le second enjeu même, parce que là, il faut reconnaître qu'au niveau de la haute autorité de la bonne gouvernance, l'évocation de ces biens-là, c'est déclaratif. Hein. C'est-à-dire, moi, je dis, je m'appelle Élisée Bolubeu. Ouais. Voilà, j'ai une villa de 3 pièces. Ouais. J'ai tant de temps, on note, on consigne dans le document. Rien n'est fait
pour vérifier la véracité de mes déclarations. Ah, vous pensez? Non, ça, on n'en Non, sait rien. ça, par contre, non, tu n'en sais rien, Élysée. Je pense que Non, c'est déclaratif. Élysée, Non, s'il vous plaît, il termine. Tes propos il va sont nous très expliquer. péremptoires. Non, ça n'a rien de péremptoire. Non, si. Mais Non, Daouda, il est là, Élysée, J'ai eu il a dit. l'opportunité Mais voilà, il j'ai va eu nous expliquer. l'opportunité de discuter avec des gens au niveau de la haute autorité de la bonne gouvernance. Tout ce qui est fait comme déclaration, c'est déclaratif. La personne se lève, la personne se dit Donc, c'est voilà pour la ce forme qu'ils font voilà ça. ce que j'ai, voilà ce que j'ai, voilà ce que personne n'y a j'ai consigné. accès, Tu n'as pas d'action qui est menée derrière pour savoir si ce qui a été déclaré ou pas est vrai. Et c'est là que je dis, il y a un effort à faire. Parce que moi, je peux venir dire, voilà ce que j'ai, mais qui n'est pas fortement tout mon patrimoine. Il faut qu'on puisse trouver un mécanisme qui nous permette de vérifier que ce qui a été dit ou ce qui a été déclaré comme m'appartenant soit vrai. Et ce que je te dis, On peut déclarer, par exemple, que j'ai un seul compte. Mais si il y a du patrimoine, voilà, on va Parce s'arrêter que à ça. la Non, mais pas déclaration du de tout. compte, en fait, la déclaration de compte concernant Du les patrimoine. autorités, en fait, Du du patrimoine. patrimoine, en fait, généralement, ça ne concerne pas seulement que l'élu. Ça concerne aussi son épouse s'ils sont mariés Oui, mais sous c'est la normal. communauté de biens. C'est normal. Voilà. Donc, ils vont encore plus loin, en fait. Après, je te dis, prenons un peu de, soyons un peu, ayez un peu de retenue dans ce qu'on dit, en fait. Parce que que ce soit toi et moi, je ne pense pas que la loi qui institue la HABG depuis 2013, je ne pense pas qu'on connaisse tout de fond en comble. Depuis 2013, je pense qu'il y a eu des évolutions, Je suis en train de te dire que moi, je suis allé au contact de l'information. Mais moi aussi. Mais tu penses Parce que, non, moi, c'est parce que hier même, j'y étais. Mais dites-moi, pendant que vous y étiez, dit- Élysée, s'il vous plaît, Élysée, s'il vous plaît, pendant que vous y étiez, Daouda, est-ce que quelqu'un vous a expliqué que, déjà, pourquoi les gens ne déclaraient pas, comme vous êtes notre contact sur place, et ensuite, quand les gens ne déclarent pas, est-ce qu'il y a un mécanisme, ou bien quand les gens viennent déclarer, est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi pour s'assurer que ce qu'on a déclaré existe, et il n'y a que ça? Bon, ça par contre, je n'ai pas demandé. Vous êtes allé faire quoi là-bas? Non, Vous avez demandé quoi Juste là-bas? visiter les locaux. Juste visiter les locaux. Juste visiter les locaux. Ça n'a rien à voir. Daouda Non, dit juste- non, Vous avez dit hier, quoi, en fait, ils ont fait une grosse saisie. Et c'est pour ça que j'étais là-bas, en Très fait, bien. pour m'assurer. Il y avait un point Sinon, de moi, je presse peux te dire, auquel je suis pour allé être honnête, assister. c'est déclaratif. Élysée. Voilà, c'est sur la base de la Bon, très bien. déclaration. Donc, Daouda, la prochaine fois que vous y rendrez, eh bien, essayez d'avoir l'information pour peut-être venir. Non, mais au-delà de ton entraîne en rire, mais Oui, non, mais sincèrement, après, il faut faire je pense attention. Bien que, sûr. sincèrement, il faut qu'on pousse. Et je pense qu'on est sur un plateau. Il faut pousser les gens à déclarer leur bien. Je fais un petit test. Daouda, vous pouvez déclarer quoi sur ce plateau? Je ne suis pas à un poste électif où je n'ai pas été nommé comme cadre. Vous n'avez pas cette culture-là, je crois que souvent. Ce n'est c'est pas ça. une question de culture. C'est tabou pour toi, on le voit. pas C'est un peu tabou, tabou. c'est pas là. tabou, c'est Quand pas il s'agit tabou. de toi, c'est pas facile. Hein. Non, je le dis. Vous déclarez quoi? 3 biens. Déclarez 3 biens. 3 biens. Ouais. Une voiture. Une voiture. J'ai un téléphone. Voilà. Et puis c'est tout. Ah, vous avez déclaré 2 sur 3. Et un jacket bleu sur une chemise. Oui, un jacket bleu sur une chemise. Il n'a pas osé, tu vois. Non, mais on dit c'est pour les élus, les cadres et les présidents d'institutions. Mais Brice-toi, comme tu es un élu de ce plateau, hein, Cadre de quel lui, c'est un élu de ce plateau. Donc lui, déjà, il doit déclarer. Il doit déclarer. Allez, tu dois 3 déclarer biens, tes biens. Brice, 3 biens. Alors, les amis, le premier bien, c'est cette vidéo-là que je vous propose de regarder. Parce qu'il nous manque sur le plateau. Petite chanson, je vais danser sur Bokoko, je pense que vous allez apprécier. Non, mais quand même, juste ça, quand même. Parce que, est-ce qu'il peut me mettre juste Bokoko? Ça veut tout dire. Mon ami Gaël, Inoïdjo. Non, mais mon frère Bois est un talentueux danseur. Arrêtez! Non. Un talentueux En fait, danseur. il est tout sauf un talentueux. Il est fort dans vos rien. Oh non. Un grand André, chorégraphe. il m'avait trop choqué ce Chorégraphe jour-là. européen. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il y a un truc en lui. C'est la danse du retraité qui vient de toucher sa pension. Et il est boxeur en plus. Il est retraité boxeur. Tu sais, Brice, Il a l'air il danse énervé et comme un tout. boxeur. Oui, c'est ça, c'est un retraité boxeur qui vient de sa pension. Mais André, il nous manque. En tout cas, on l'aura certainement sur notre plateau pour qu'il nous explique le fin mot de cette chorégraphie dont seul lui a le secret. On marque une courte pause. Sharon Camara nous attend pour le JT. Et juste derrière, nous serons en compagnie de notre invité, M. Kone Moussa. Il est président du syndicat national des producteurs agricoles de Côte d'Ivoire. Et on a même envie de dire après ça. Merci à Sharon Camara et toutes les équipes du JT, donc de la rédaction, pour
cette escale d'informations d'actualité. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'Élisée Bolougbe, en compagnie de Monsieur Alain Toussaint et de Sa Majesté Daouda. C'est vendredi, on ne donne pas conseil à quelqu'un. Non, mais généralement, non mais remarquez, quand on a une longue pause, généralement quand on revient, Daouda fait toujours un truc un peu chelou. On se demande ce qu'il fait pendant la grande pause. Ce qu'il boit. Surtout. Rien n'est avec nous. Et sur ce plateau, nous a rejoint notre invité, Monsieur Koné Moussa. Monsieur Koné, vous êtes président du syndicat national des producteurs agricoles de Côte d'Ivoire, le SYNAPESI, je prononce bien, ou le SYNAPESI. Syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire. Très bien, ok. Je vais revoir mes fiches. Et surtout les personnes qui m'ont remis les fiches. Tout ce que tu bois. Voilà. Alors, le syndicat existe depuis combien de temps, Monsieur Koné? Depuis 2006, on a eu notre document définitif en 2010. Très bien. Précisément 6 mai 2010. Très bien. Vous êtes syndicaliste, vous êtes président du syndicat. Aujourd'hui, comment vous appréhendez, comment vous voyez la vie des agriculteurs ivoiriens? Comment vous les définissez? Ils sont comment les agriculteurs? Ils vivent bien? Ils sont dans de bonnes conditions? Tout se passe bien? L'économie de ces pays se repose sur l'agriculture. Malheureusement, les agriculteurs sont pauvres. Ah, ça c'est bizarre. Donc les agriculteurs font gagner l'argent, mais eux en retour, ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Très bien. Et c'est quoi l'état des lieux? Si vous devez le faire. C'est désolation. Donc, soyez plus... Oui, c'est ce que je venais de dire, que aujourd'hui, on avait vraiment l'espoir cette année, le 30 septembre. On nous avait annoncé les bonnes nouvelles, comme quoi cette année, le prix, l'État a garanti le prix cette année à 900 francs. Ça a duré seulement qu'un mois. Au jour d'aujourd'hui, le cacao ne s'achète pas sur le terrain. Il s'achète à combien sur le terrain? Les gens ne prennent plus le cacao sur le terrain présentement. Et pourquoi? C'est pourquoi là que nous-mêmes on cherche à comprendre. Alors, déjà, moi, je souhaite qu'on nuance un peu. Quand on dit que le cacao ne s'achète pas, pour revenir à la question de Daouda, vous dire que globalement, il y a une bonne partie qui ne s'achète pas, mais le peu qui s'achète, il s'achète à combien, par exemple, M. Koné? Le peu qui s'achète aujourd'hui, on est allé vers les exportateurs pour demander que on ne comprend pas pourquoi le cacao ne s'achète pas. Le premier raisonnement des exportateurs nous a fait comprendre que plus de 100 000 tonnes étaient déjà achetées par les acheteurs, c'est-à-dire pendant les petites campagnes pour stocker, et que ces 100 000 tonnes, dès l'annonce du prix, et que les gens ont commencé à charger ces cacao-là pour venir dans les deux ports. Et pourtant, ces produits n'ont pas été bien conservés. Donc, c'est ça qui justifiait beaucoup de refoulements qu'on avait constatés dans le port. Sur ça, nous-mêmes, on était d'accord avec eux qu'on ne peut pas acheter des produits, c'est-à-dire à 700, à 500, et dès qu'on annonce le prix à 900 francs, et on charge les cargaisons pour venir dans les ports. Mais pour nous, cela devait quand même durer durant 1 à 2 semaines. Mais depuis lors, la production, c'est-à-dire aujourd'hui les cacao que les gens produisent, le cacao bien cherché, bien trié, qu'on appelle la bonne qualité, les acheteurs proposent 900 francs dans les magasins, mais au bord champ, les gens proposent 800, 750. C'est pour ça que nous, on a demandé aux producteurs de ne pas vendre les cacao. De ne pas vendre les cacao, ils n'ont qu'à attendre que nous, on vienne vers les autorités pour les informer de la réalité du terrain, pour qu'on nous dise pourquoi les gens refusent d'acheter le cacao. Alors, justement, vous parlez des autorités, et qu'est-ce qu'elles vous répondent? Quel est l'état de votre dialogue avec vos partenaires étatiques? Bon, si je fais allusion au Conseil Café Cacao,
le Conseil Café Cacao, lorsqu'on a assumé le problème, ils ont dit non, qu'il y a une volonté manifeste de d'autres exportateurs de saboter le prix. De saboter le prix. Ça aussi, nous, on a essayé de mener des enquêtes. Et on commence vraiment à constater que ça, ce n'est pas faux. Mais maintenant, si tu vois que je vous avais répondu, nous-mêmes, on cherche à comprendre. Nous, on cherche à comprendre pourquoi les exportateurs ont la volonté de saboter le prix annoncé par l'État de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils gagnent à faire ça, en fait? Voilà. C'est pour ça, le 26, le 27, nous avons convoqué plus de 5000 délégués à Daloa pour une assise, c'est-à-dire pour diagnostiquer toutes les problématiques avant de bénéficier, c'est-à-dire les bénédictions, pour venir vers les autorités, pour venir poser les problèmes et attendre une réponse. Élisée Daouda. Voilà. Moi, je comprends quand vous dites, là, pour ce qui est du fait que les exportateurs essaient plus ou moins de boycotter. Parce que, pour rappel, hein, la production cacaoyère pour la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a autour de 2 millions de tonnes. Si 2 millions de tonnes, on a juste 100 000 tonnes qui sont exportées et qui font l'objet, je dirais en quelque sorte, de surenchère, parce que les gens vont se dire non, qu'il y avait ça. Mais 100 000 tonnes n'est rien à côté de 2 millions de tonnes. Donc, il y a une volonté manifeste, quelque part, de ces grands groupes-là, exportateurs qui sont ces chocolatiers-là, de véritablement boycotter, de sorte à ce que les producteurs, ne voyant pas leurs produits achetés, fassent face à la pression sur le gouvernement qui, lui, va revoir le prix à la baisse, qui est à leur avantage, en fait. Voici la réalité du terrain. C'est ce qui a justifié même ce dont on parlait en début de semaine. Le fait que le Ghana et la Côte d'Ivoire aient décidé de boycotter la réunion du truc. C'est justement parce qu'aujourd'hui, les autorités ivoiriennes et ghanéennes sont dans une dynamique d'inverser la donne. Que, désormais, ceux-là qui produisent le cacao, qui sont les producteurs, et les pays où il y a les producteurs de cacao, soient les plus grands bénéficiaires de cette manne. Parce qu'en réalité, la matière première, c'est le cacao, avant qu'on arrive au chocolat. Donc aujourd'hui, il y a cette réalité-là qui existe. Mais moi, ce que je veux vous poser comme question, vous en tant que producteur, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la garantie que l'ensemble des producteurs ont fait bloc, de sorte que, quand on vient nous proposer des prix à 700, à 800, vous ne cédez pas? Vous avez reçu 5 000 lors de ces assises-là. Il y en a combien, par exemple, qui n'étaient pas là, ou au total 5 000 sur combien, par exemple? Non, en fait, si je dis 5 000, je vais parler de nos délégués, les délégués de Synapsi et Anaprosi. Okay. Voilà. Sinon, les producteurs aujourd'hui sont en termes de millions, vous le savez. Non, mais je reviens à votre question. Voyez-vous, que ce soit la volonté manifeste des exportateurs, mais ce que nous demandons au gouvernement, il faut communiquer avec la base. C'est ça. Parce que cette volonté manifeste que les exportateurs sont en train de faire aujourd'hui pour saboter le prix, c'est un fait réel. Ça, c'est un fait réel. Mais comment faire? Il y a des moments, nous, on veut prendre nos responsabilités. Mais en voulant le faire, on risque de coincer nos autorités, puisqu'on n'a pas le même niveau d'information. Or, c'est de nous qu'il s'agit. Mais si nous, on n'est pas informés, il y a un problème. Vous savez, depuis 2016, 2017, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est devenu une habitude. Chaque année, on annonce le prix, on ne respecte un seul mois ou 2 mois. Si ça a trop duré 2 mois. Lorsqu'on s'approche vers les fins d'année, pendant que nos parents ont besoin d'argent, c'est en ce moment que les exportateurs refusent d'acheter le cacao. D'abord, les premiers arguments qu'ils avancent, que nous, on prend seulement que le cacao certifié. On ne prend seulement que le cacao certifié. Et le cacao qui n'est pas certifié, on ne veut plus le cacao qui n'est pas certifié. Or, si vous, qui êtes certifié, que vous envoyez le cacao, on achète avec vous. Mais moi qui n'ai pas de la certification, je viens avec le même cacao, on refoule. Mais dès que ce cacao est refoulé et que moi je passe derrière l'usine pour tirer le connaissement à ton nom, le même cacao est déchargé dans la même usine. C'est cette l'injustice-là que nous voulons vraiment combattre cette année. C'est ça.
Et vous trouvez que ça, ce n'est pas normal. C'est ça. Aujourd'hui, c'est qui votre interlocuteur au niveau de l'État? C'est-à-dire qui est votre interlocuteur, avec qui vous parlez, avec qui vous discutez au niveau de l'État? C'est qui au juste? Au niveau de l'État, aujourd'hui, notre interlocuteur, c'est le Conseil Café Cacao et c'est le ministre de l'Agriculture. Vous avez des rencontres, vous voyez, vous discutez? Bien sûr, on ne peut pas gâter leur nom. Okay. Les deux personnalités donc, qui sont les conseils, qui sont les encadrés, le ministre de l'Agriculture qui est le ministre de tutelle, on n'a jamais eu besoin d'eux sans qu'ils nous reçoivent. Et est-ce qu'ils vous ont donné des assurances? Est-ce qu'ils vous ont parlé d'un éventuel plan d'action, de solution? Bon, comme d'habitude, hein, dans les autres années passées, quand tu dis à un enfant, il ne faut pas pleurer, il va te donner bonbon, puis c'était, et que tu ne donnes pas, s'il commence à pleurer encore, que tu lui proposes même bonbon, il va douter. Chaque année qu'il y a problème, on nous dit non, on vous rassure que ça va s'arranger, mais finalement, ça ne s'arrange plus. Eh bien, qui perd? C'est nous les producteurs qui perdons. Non, mais vous, moi, la question que j'aimerais poser, vous en tant que syndicat, quels moyens est-ce qu'aujourd'hui vous avez en fait pour ne pas que d'autres agriculteurs en fait se sentant touchés par la pauvreté, la trop grande pauvreté, aillent vendre leur production par exemple ailleurs? On a vu des producteurs qui vendent leur production au Ghana ou dans d'autres pays, à gauche ou à droite. Que les acheteurs véreux ne puissent pas avoir possession de leur cacao. Bon, ces moyens-là sont vraiment minimes parce que nous, c'est qu'on a commencé la sensibilisation. La sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas vers les producteurs pour leur dire non, ne brade pas le cacao, l'État rassure que tout cacao va enlever. Ils disent que chaque année, c'est comme ça. Et puis finalement, ça se garde dans notre main. Ouais, on ne voit personne. Les gens ont besoin d'argent. Ils ont leurs problèmes. Ils ne sont pas salariés. Le seul salaire qu'un planteur a, cacao est bien sec, bien fermenté et il faut la vendre. Alors maintenant, c'est lui qui achète. Quand ils viennent vers toi et qu'ils ne respectent pas le prix, que tu lui dis non, le gouvernement a dit à la télévision que le cacao doit s'acheter à 900, lui il te dit bon d'accord, il faut attendre l'État, puisque l'État ne m'a pas donné de l'argent, c'est mon propre argent, je prends pour venir acheter, donc il faut attendre l'État. Et quand les gens veulent attendre l'État, que le cacao maintenant est gâté, ils ne sont pas dédommagés. Alors, justement, est-ce que cela ne risque pas d'arriver que le cacao se détériore, qu'il soit de mauvaise qualité, puisque vous êtes dans l'attente quand même de l'aboutissement de ce dialogue-là? Exactement. Donc, jusqu'à quand est-ce que cette situation va perdurer? C'est pour ça, cette année, nous avons dit qu'on saura, la campagne de cette année, nous ferons tout pour que la responsabilité puisse être située. Qu'est-ce que je veux dire? On a demandé à tous les chefs du village, à tous les délégués, de continuer à sensibiliser nos parents producteurs qu'il ne faudrait pas que quelqu'un va brader son cacao. Et que cette année, n'importe quel acheteur ou exportateur va s'amuser à payer en dessous du prix annoncé par l'État. Nous allons nous mobiliser autour de cela pour leur faire savoir que nous, on est fatigués. Alors, l'industrialisation, c'est l'un des objectifs du gouvernement, notamment de ce secteur. Estimez-vous que cela peut changer la nature déjà de votre business et surtout avoir un impact sur le niveau de vie des agriculteurs? Bon, l'industrialisation... Au lieu de vous accrocher, c'est-à-dire à l'exportation ou à des revendeurs, directement, vous iriez vers des producteurs, enfin des industriels qui sur place locaux, nationaux. Monsieur Alain Toussé, moi je vous dis aujourd'hui que même cette histoire de l'industrialisation qu'on annonce là, nous les producteurs, nous sommes inquiets. Pourquoi on est inquiets? Si aujourd'hui nous on dit on a créé des usines et qu'on va transformer nos cacao ici, comme nous on ne consomme pas le cacao, ceux qui consomment, c'est-à-dire notre crainte est qu'on dit donc que les conditions de l'hygiène ne sont pas réunies pour que le cacao peut trouver de nouvelles reste raisons de encore pouvoir boycotter entre nos mains. C'est ça, pour baisser encore même le prix. Tout ça, ça nous inquiète. Est-ce que cet aspect, qui est d'ailleurs très juste, est l'objet de vos discussions avec le gouvernement? Est-ce que vous avez rapporté ces inquiétudes quand même, que l'industrialisation n'est pas la panacée et que quelque part, ça peut finalement donner de mauvais résultats? Bon, non, puisque, comme tel que je te l'ai dit, en 80%, les producteurs ne sont pas associés à quoi que ce soit.
quand bien même il existe cette passerelle, il existe cet échange entre vous là, quand bien même il existe cette bonne collaboration entre vous et puis le Conseil Café, Cacao et puis le ministère de l'Agriculture, mais 80% des décisions sont prises sans vous. Oui, on voit à la télévision, comme tout le monde, les décisions qu'on prend. C'est bien. Donc le partenariat est plombé. C'est pour ça que j'appelle ça la passerelle du bonbon. C'est ça. Voilà, on venait vous donner un peu et de ça, bonbon. c'est un vrai problème. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes, comme dirait Élysée, hein, face aux Ivoiriens, face à la Côte d'Ivoire. Votre message aujourd'hui, en tant que producteur, en tout cas, vous portez le message de l'ensemble des producteurs de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous dites aux Ivoiriens? Qu'est-ce que vous dites au gouvernement de Côte d'Ivoire? Votre message? Le message que nous, on a aujourd'hui pour dire à l'État de Côte d'Ivoire que l'État prend toutes les dispositions pour enlever le cacao dans les mains de braves paysans qui font la fierté de la Côte d'Ivoire. L'État a les moyens pour acheter le cacao. Le Ghana achète le cacao. L'État ghanéen achète le cacao. Si l'État a fini d'acheter le cacao, les producteurs qui sont fragiles quittent dedans. Le combat maintenant reste entre les deux. Entre l'État et les exportateurs. Et c'est les deux personnes qui voient clair et personne ne peut doubler personne. Oui. Mais tant que l'État annonce le prix, au pire, il nous laisse bout de loup. Vraiment, c'est un problème. C'est pour ça, moi, je demande au gouvernement qu'ils achètent le prix du cacao et tous les cacaos directement aux producteurs et revendent aux exportateurs. Ça permettait même d'avoir une meilleure traçabilité. Mais après ça résoudrait le problème, parce qu'au-delà du problème commercial, c'est un problème humain. Aujourd'hui, ces producteurs ont besoin de vendre ce cacao-là pour pouvoir s'occuper de leur famille, pour pouvoir s'occuper de leurs plantations, payer leurs employés et les personnes qui travaillent dans ces plantations. Et quand ça ne s'est pas fait, aujourd'hui, ces producteurs-là vivent dans des conditions extrêmement difficiles. C'est vrai. Mais, chers frères, aujourd'hui, il ne faut pas aller à la base. Si tu vas dans les campements, tu vas avoir l'arme au jeu. J'ai rencontré un vieux baoulé qui a plus de 70 ans. À Soubré, ils ont pris son cacao. Je tais son nom. Ils ont pris son cacao, 2 tonnes. Depuis l'annonce du prix jusqu'à aujourd'hui, son fils est là, n'est pas là à l'école. Son argent n'est pas venu. À chaque fois, ils viennent vers l'acheteur, ils disent qu'on a envoyé le port, ils ont déchargé, on ne nous a pas payé. Ah ouais. Ça, c'est un problème. Il y a un véritable problème. Je crois que Brice, je pense, hein, voilà, il a lancé le message, mais vraiment à la suite de M. Koné, je crois que c'est aussi une interpellation au niveau des pouvoirs publics. Pas qu'ils ne font pas leur travail, pas qu'on ne voit pas les efforts qui sont faits. Mais je pense que eux-mêmes, mieux que moi, savent aujourd'hui que si on doit continuer notre développement, on doit continuer à aller de l'avant comme on le fait, on ne peut pas mettre en marge les producteurs. Parce que c'est ceux-là qui aujourd'hui contribuent à ce que nous puissions avoir la manne financière qui nous permet de pouvoir engager ces travaux de développement. Aujourd'hui, il faut que le dialogue soit franc. Il faut que les pouvoirs publics aient les portes ouvertes pour recevoir ces producteurs-là, pour discuter avec eux, pour leur dire la situation et puis leur apporter l'encadrement qu'il faut. Parce que ce qu'ils disent est tellement important. Ils sont laissés, ils sont abandonnés à leur propre sort devant ces multinationales-là qui sévissent comme elles veulent dans le pays, qui font ce qu'on a envie de faire. Je crois qu'il est important quand même que nos pouvoirs publics regardent de plus près cela et viennent apporter l'encadrement qu'il faut aux producteurs. Vraiment, je voulais vous dire merci, puisque ce que vous venez de dire, il y a des millions de producteurs en Côte d'Ivoire. Lorsqu'ils vont entendre ces messages, ils vont chercher à demander, mais président, qui était en face de vous qui parlait comme ça? Ils appellent Élisée Bolibou, c'est un journaliste. De quoi maintenant, vous voyez, les exportateurs, tout ce que les exportateurs font comme, c'est-à-dire le boycott, si nous, on est informés autant, une semaine, nous, on peut régler ça. Je fais descendre 20 000 producteurs dans le port d'Abidjan et San Petro. Vous allez voir qu'ils vont courir. Ils vont courir. Nous, on a la masse. C'est ça. Mais souvent, on pense aussi à nos autorités. C'est ça. Puisque si la masse sort, les gens ne voient pas le comportement des exportateurs, mais c'est pour dire, ah non, les producteurs ivoiriens se sont rebellés contre l'État de Côte d'Ivoire. Bon, donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'être informés
Et on a besoin qu'on soit au même niveau d'information avec les décideurs. Très bien. Très bien, non, mais je pense qu'il a donné une bonne piste, celle du changement de modèle. Oui. Paradigme. Qui rendrait aussi moins dépendant le gouvernement de ses acteurs externes, que désormais la production soit achetée par l'État qui, lui, va déployer des leviers pour commercer. Il faut sortir un peu du dictat de ces multinationales. Parce que votre appauvrissement constitue une menace pour le gouvernement. Oui, c'est une bombe à retardement. Voilà. Et je pense aussi que dans leur stratégie, parce que plus nos États sont faibles, mieux ceux qui achètent nos produits se portent, parce qu'ils ont besoin aussi d'États qui sont fragiles et qui ont besoin de liquidités. Donc, à tout moment, ils peuvent acheter le cacao à un prix très bas. Oui. Voilà, c'est quand même un secteur où on est étonné de voir que c'est l'acheteur qui fixe le prix, alors que dans d'autres matières, comme l'OPEP notamment, dans le monde, ce sont les producteurs de pétrole qui disent « voici le prix du baril ». Donc, ce modèle-là doit être rediscuté pour sauver nos pays. Voilà, de l'instabilité et du chantage de ces multinationales. Très bien. Voilà. Et en tout cas, l'État de Côte d'Ivoire qui a pensé à même boycotter c'est vendredi soir chez les assises là, donc juste pour leur dire, leur ras-le-bol, c'est bien d'exprimer son ras-le-bol à l'extérieur, mais c'est également prendre en compte les préoccupations de nos producteurs. Et c'est important. Si les producteurs demandent qui a dit ça, dites, il s'appelle Bessano. Voilà. Sur notre plateau ce soir, nous avions M. Koné Moussa. Merci beaucoup. En tout cas, on a essayé de vous tirer un peu de souris parce qu'on sait que ce que vous vivez comme situation est très très difficile. C'est difficile. En tout cas, merci de continuer à vous battre pour nos parents, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce sont nos parents qui sont dans ces lieux reculés, dans la Côte d'Ivoire profonde, et bien, mais sur qui repose l'ensemble de le succès de ce pays. C'est clair. Merci Daouda. Merci Rayana. En tout cas, on aura certainement l'occasion de passer vous voir sur le terrain un de ces jours. Avec André, il y a problème. Voilà, pourquoi pas. L'émission, il y a problème, pourquoi pas. Et puis, ça nous fera beaucoup plaisir. Moi, je suis un grand, donc vous verrez ça. Oui. Merci Élisée. Merci Brice. Merci, nouveau porte-parole de... Oui, bien sûr. Je suis le porte-parole des producteurs. Je suis d'accord. Merci. Il y a Lago qui réalise ce numéro et tous les autres du Grand Talk. Thierry Cousin Autoson, c'est lui qui nous propose toutes ces musiques. Il y a Maïmike et tout le service édito avec Race, ainsi que toutes les équipes techniques. Akessi, il y a Olivier. Ce soir, on a Michael Abi qui est juste en face de nous. On a Sly. Et les girls s'installent juste derrière. Voilà, donc vous avez l'annonce. Francis Memba est l'invité de Connie et de ses girls pour le live weekend. Merci à vous, merci à Tina, merci à toutes les équipes techniques. Tout le monde se joint à moi pour dire bon week-end. Rayana, mais dis donc Rayana. Mais je t'en prie. Allez-y, dites au revoir aux téléspectateurs. Faites la conclusion. Bye bye.